Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon le moment où vous nous recevez. Elle a pour mission la mise en œuvre de la suite sur évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de promotion de la qualité. Elle assiste aussi bien les acteurs en charge de la production des biens et des services à faire face aux défis de la compétitivité, de la croissance économique durable, puis de la protection du consommateur. Il s'agit de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité, une agence sortie de la fusion de l'ABNOR et de la BMCQ, une structure très importante dans le bien-être des populations et aussi pour l'économie nationale, mais très peu connue du grand public. À travers cette émission, nous allons tenter de faire connaître davantage l'agence avec, bien sûr, dans ses prérogatives. Et pour cet exercice, j'ai à mes côtés le premier responsable de l'agence, il a pour nom Loukmanou Ossenir. Bonjour DG, bonsoir. Bonsoir William. Comment vous allez? Ça va, ça va. À vos côtés, on a M. Gabriel Arissou, lui, le directeur de la métrologie au niveau de l'agence. Bonjour. Bonjour M. Choki. Et merci d'être à nos côtés aussi. Merci. En face de vous, M. Mamansika Youssouf, il est le coordinateur technique national du programme système qualité de l'Afrique de l'Ouest. Merci d'être là aussi. Merci William Choki. À vos côtés, M. Enes Baguetti, qu'on ne présente plus. Lui, il est le porte-voix des consommateurs sur ce plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, toujours un plaisir pour nous d'être sur vos plateaux. Alors, je commence par le DG, le directeur général de l'agence. Alors, quand on parle de l'Agence nationale de métrologie, il y en a qui se disent, voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que vous voulez expliquer davantage à nos chers téléspectateurs? Bien, merci une fois encore. Bonsoir, monsieur William. Oui. C'est vrai que le commun des Béninois ne sait vraiment pas ce que c'est que la métrologie. Et quand d'autres tentent de la définir, peut-être qu'ils se limitent à certains domaines. Il faut dire tout simplement que chacun de nous est tous les jours en train de faire de la métrologie parce que nous achetons les choses selon un poids, selon une quantité, peut-être le litre. Et dès lors que nous faisons cela, nous avons envie d'être rassurés que le kilo de viande que nous avons demandé est effectivement ce qu'on nous a donné. Okay. Si nous demandons 5 kilos de viande, on veut être rassuré que le boucher nous a donné 5 kilos de viande. Lorsqu'on achète 10 kilos de riz, je prends un sac de 10 kilos, on veut être sûr que dans le sac, il y a 10 kilos de riz. Lorsqu'on va à la station, on veut être sûr que ce qui est marqué sur l'afficheur 10 litres d'essence, c'est réellement 10 litres d'essence que nous avons eu. Vous comprenez donc que la métrologie, c'est cet instrument-là qui nous accompagne tous les jours dans ce que nous faisons. Et si on veut tout de suite, on va faire une petite expérience, on demandera à chacun de regarder sa montre. Et je suis sûr que autant que nous sommes, nous n'aurons pas la même heure. Alors quelqu'un dira il est 16h10, un autre dira il est 16h15, ainsi de suite. Le vrai problème sera de savoir quelle est l'heure que nous admettons. Alors, avec quelle erreur nous pouvons admettre l'heure. Okay. Et c'est de la même manière qu'il est admis un certain nombre d'erreurs dans les pesées, dans les mesures. Quelles que soient les précautions que nous allons prendre pour servir 10 kilos de viande à quelqu'un, quel que soit l'instrument que nous allons utiliser, quelle que soit la qualité de l'opérateur qui va faire l'opération, il ne pourra jamais donner 10 kilos exactement. Alors vous voulez dire que sur le marché, les consommateurs que nous sommes grugés? Non. Alors c'est là, je dis, l'État se met en position pour dire, voilà, 10 kilos, ça veut dire 10 kilos plus ou moins quelque chose. Okay. Et c'est l'État qui détermine l'écart. C'est plus ou moins. C'est plus ou moins, c'est l'État qui détermine. Ça peut être 10 kilos 100, on l'accepte. Ça peut être 9 kilos 900, on l'accepte. Mais quand ça sort de cette tolérance, là, nous ne l'acceptons plus. Et c'est à partir de ce moment que la structure devient très importante parce que nous devons tout le temps voir quelles sont les tolérances admissibles. C'est vrai, nous n'allons pas inventer la roue. Nous n'allons pas inventer la roue. Il y a des choses qui sont déjà acceptées sur le plan international et le Bénin ne fait que se conformer à ce qui est accepté sur le plan international. Alors, si vous permettez, M. DG, on est quand même essayé de faire une question au niveau de votre agence pour comprendre un peu ce que vous faites. Si vous permettez, on va suivre cet élément, puis on revient au plateau pour continuer cette discussion. Merci.
Difficile de donner avec précision l'origine de ces pains entassés dans cette voiture puis distribués à ces revendeuses sans aucune autre forme de protection. Il est aussi impossible d'affirmer qu'ils sont de bonne qualité, encore moins de dire qu'ils ont été fabriqués dans des conditions requises et pourtant ils seront consommés par les populations. Comme ce produit, aliment de base des populations, beaucoup d'autres atterrissent dans nos plats. Ils sont mangés sans aucune garantie. Les autorités béninoises veulent corriger cet état de choses, garantir une alimentation saine aux populations à travers l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. Et justement, nous voici dans l'enceinte du centre opérationnel de la structure, encore appelé Région Infrastructure Qualité Cotonou. On jauge ce camion citerne, voit la capacité des cuves et contrôler s'il n'y a pas éventuellement de fuite d'huile. L'agence a pour prérogative le contrôle de la qualité, mais aussi veiller à l'application stricte des normes et règlements techniques en vigueur. Et lorsque le client amène sa masse, il exprime la demande d'étalonnage de sa masse. Donc, au niveau du laboratoire, nous prenons les dispositions par rapport à nos procédures et nous procédons à l'étalonnage. Donc, après les travaux d'étalonnage, c'est que le laboratoire doit être capable de donner la valeur conventionnelle de la masse affectée d'une incertitude. Le laboratoire d'étalonnage est accrédité ISO 17025 par le COFRA, le Comité français d'accréditation. C'est d'ailleurs l'un des laboratoires les plus équipés du continent en matière de contrôle. Il faut conscientiser tout le monde pour qu'il fasse ce pas-là, ce pas qui est d'amener les masses pour qu'on puisse étalonner. Voyez? Donc, généralement, nous avons comme clients ceux qui sont dans la démarche qualité. Voyez? Ce que nous déplorons, c'est que ce truc devrait être systématique. À la direction générale de l'agence, on est en pleine formation, outiller le personnel pour une bonne application de l'arrêté interministériel portant modalité de fortification en vitamine A des huiles alimentaires destinées à la consommation humaine et animale en République du Bénin. Avec cet équipement très simple, nous pouvons faire des prélèvements et faire des essais et déterminer déjà la capacité ou le niveau de fortification de ces huiles alimentaires qui sont destinées pour la consommation des humains et pour les animaux. Ça consiste à sécuriser les consommateurs en ce qui concerne les huiles animales et puis faire en sorte qu'on puisse mettre en application l'arrêté interministériel qui est pris depuis 2012 et qui peine à être mis en application. Le Bénin résolument a choisi de s'intégrer au monde, de s'intégrer à l'économie de la sous-région, de s'intégrer à l'économie mondiale, parce que nous avons des produits à vendre au monde. Nous avons à l'intérieur du pays aussi des consommateurs. Ce n'est pas seulement pour l'extérieur qu'il faut la qualité et les normes. À l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, c'est un ensemble d'actions pour protéger le consommateur, des actions de gestion optimale, de la compétitivité, de la croissance économique durable, des actions très peu connues du grand public pour l'heure. Voilà, on a suivi ensemble M. Telemar, M. le directeur général Lukman Osseni. Quelles sont d'abord vos impressions? Est-ce que cela reflète ce que votre agence fait? Mais merci, je voudrais vraiment vous remercier pour avoir réalisé cet élément. Et c'est vrai que pour le peu de temps dont on dispose, on ne pouvait pas faire mieux. Mais on a mis l'essentiel là déjà. Ok. Voilà. Alors, je reviens à M. Arissou. Vous êtes le directeur de la métrologie. Tout à l'heure, le DG a expliqué un peu ce qu'on entend par métrologie, mais on est allé au niveau du laboratoire. On a dit que c'est l'un des plus performants de la sous-région. Est-ce que vous pouvez expliquer davantage à nos chers téléspectateurs ce que vous faites concrètement au niveau de cette unité? Merci, M. Tchoki. Tel que mon collègue qui était dans l'émission disait, oui. Le laboratoire des bases, c'est un laboratoire, comme on le dit, ça permet de déterminer la qualité des poids. Okay. La qualité des poids, le DG disait tout à l'heure que pour les sacs de riz, lorsque c'est 10 kg, il faudrait que ça soit 10 kg. Et ces sacs sont
puiser au niveau des marchés à l'aide d'un instrument que nous appelons souvent les balances ou bien les bascules. À grande échelle, c'est les pompes bascules. Pour déterminer la qualité ou bien pour vérifier la justesse de ces instruments-là, il faut forcément utiliser ce qu'on appelle poids. C'est les masses marquées et qui ont une valeur donnée. Et c'est ces poids-là qui permettent de vérifier la justesse des balances. Il faudrait que ces poids-là aussi soient justes. Donc c'est ce laboratoire qui permet de vérifier la qualité de ces poids-là. Et ce laboratoire, c'est la référence dans la sous-région. Okay. C'est un laboratoire d'étalonnage régional et qui a reçu son accréditation depuis 2011 grâce à l'appui du gouvernement béninois et des partenaires techniques tels que le PTB et le sommet ouest africain de météorologie qui est logé au niveau de l'UEMOA. Okay. Donc ce laboratoire, c'est la référence. C'est au niveau de ce laboratoire qu'on détermine la qualité de tous les poids qui sont utilisés dans le domaine de la météorologie légale, les poids qui sont utilisés au niveau des laboratoires d'analyse et d'essai. Puisque les laboratoires d'essai utilisent des balances très précises et pour vérifier la qualité de ces balances, il faut avoir également des masses d'un niveau bien déterminé. Alors, quand on a été au niveau du laboratoire, le technicien nous a dit que c'est souvent ceux qui sont à la recherche d'une certification qui viennent souvent faire voir si leurs balances, ou du moins si leurs poids sont justes. Mais sur le marché, on achète souvent, c'est pas de la viande, du poisson, pommes de terre, autre chose. Alors, comment faire pour que ces populations, du moins ces gens-là qui utilisent ces balances, puissent aussi se conformer à la norme? Là, il faut une action de sensibilisation. Okay. Il est vrai, il y a ceux qui sont dans la démarche d'assurance qualité viennent systématiquement vers vous, vers nous. Oui. Mais néanmoins, il y a d'autres qui ne sont pas dans la démarche qui viennent, mais ceux-là sont moins nombreux. Ils sont moins nombreux. La qualité, c'est pas pour une catégorie donnée, c'est pas pour seulement ceux qui vont à la certification, mais c'est pour nous tous. Okay. Donc tous ceux qui utilisent des balances pour vendre au public doivent les faire vérifier forcément. Okay. C'est imposé par le test législatif. Mais pour le moment, on ne l'applique pas sur le terrain. On l'applique. Okay. On l'applique dans des secteurs qui sont bien organisés comme le coton. Okay. C'est systématique. Avant toute campagne cotonnière, tout ce qu'il y a comme pont bascule, tout ce qu'il y a comme balance ou bien bascule qui vont servir dans les transactions commerciales sont systématiquement vérifiés par nos soins. Okay. Que les producteurs soient, pour que les groupements des paysans soient certifiés ou pas, ils soumettent régulièrement à leurs instruments de pesage à la vérification de notre structure avant de commercialiser leurs produits. Alors, je crois que le directeur a quelque chose à ajouter par rapport à cela. Allez-y, oui. Oui, au fait, dans l'élément, tout à l'heure, le ministre de l'Industrie et du Commerce disait que nous avons besoin de protéger nos compatriotes. Tout à fait. Et ce n'est pas seulement pour la certification, pour aller à l'extérieur, à l'étranger, pour exporter que nous avons besoin de bien travailler. Mais vous prenez l'industrie pharmaceutique. Dieu merci, nous en avons une au Bénin. Alors, imaginez pour un instant que dans l'industrie pharmaceutique, qu'on ait des grammes qui ne sont pas réellement des grammes et qu'on envoie dans des comprimés un grammage supérieur au grammage que l'organisme humain doit supporter. Alors, ça, c'est fini. On fabrique des comprimés et au lieu de traiter quelqu'un avec, on le tue. Est-ce qu'à ce niveau-ci, vous agissez? Et c'est là, je voudrais dire, oui, bien que notre industrie pharmaceutique ne soit pas dans la démarche qualité, c'est un de nos meilleurs clients. Okay. C'est un de nos meilleurs clients. Et nous avons la capacité de les accompagner parce que nous faisons tout, et avec précision, depuis 1 milligramme jusqu'à 20 kilos. Alors, vous imaginez, 1 milligramme, c'est totalement petit. C'est infime. Infime. Nous arrivons même à déterminer, on peut prendre les poids là, nous pouvons vous donner avec exactitude le poids. Oui, le poids. Alors, et c'est pour ça que le 1er avril 2011, nous avons été accrédités par le comité français d'accréditation. Okay. Et je dis, encore à la date d'aujourd'hui, nous restons la première structure
nationale accréditée dans la sous-région. La première structure, quand je prends les pays francophones. Lorsqu'on quitte les pays francophones, on a la seconde qui est le Ghana. Alors, vous avez pris tout à l'heure un exemple à l'entame de l'émission, c'est par rapport à la vente de l'essence au niveau des pompes. C'est vrai que quand on va souvent acheter, on a souvent dit que ce n'est pas juste ce qu'on donne à la pompe, que ce n'est pas le litre qu'on vend. Est-ce qu'à ce niveau-ci, vous avez essayé quand même de mener une petite enquête pour vérifier si vraiment les populations, les consommateurs ne sont pas taquinés aussi à ce niveau? Non, attention, ce n'est pas une question d'enquête. Bon, enfin, vérifier. C'est une question de vérification. C'est notre travail de tous les jours. Okay. C'est notre travail de tous les jours. Et nous avons tous les jours des équipes qui passent. Okay. Maintenant, vous savez, la technique reste la technique. La machine reste la machine. Ouais. On peut faire tout de suite un réglage, on peut faire une vérification sur une station, constater que c'est normal, et le lendemain, juste, ce n'est pas normal. Comment est-ce possible? Oui, c'est possible. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent agir. Il y a des éléments qui peuvent agir. Si la pompe a été trop sollicitée, elle peut, à un moment donné, dériver. Et il y a eu des cas même où les coupures intempestives peuvent amener l'appareil à être dérivé. À ne plus fonctionner comme ça se doit. Voilà. Donc, c'est ce qui nous amène à aller de temps en temps. Les tests réglementaires demandent que le contrôle soit fait tous les 6 mois. Mais il y a des structures aujourd'hui qui volontairement nous disent non, venez tous les 3 mois. Je sais qu'il y a 2 structures, je ne donnerai pas leur nom. Et là, par rapport à des tests qui demandent que la vérification soit faite une fois là, ces structures disent non, nous voulons une fois par trimestre. Parce que, attention, quand ça doit être déréglé, ça ne se dérègle pas toujours en faveur du vendeur. Okay. Ça peut se dérégler en sa défaveur. Mais c'est souvent rare. C'est souvent en faveur quand même de celui qui vend. Mais nous l'avons constaté déjà. Nous avons constaté devant une station à Parakou, et 2 stations qui sont côte à côte, et on a vu du monde devant une seule station. Mais pourquoi ils ne sont pas allés sur l'autre station alors qu'il y avait du carburant sur la seconde station? Et pourquoi ils ne sont pas allés? On s'est intéressé. On a mis notre chose de séraphin, c'est-à-dire le récipient qui nous permet de déterminer. On a mis un récipient de 20 litres. À 15 litres déjà, le récipient était débordé. Ça veut dire, ça marquait 15 litres là-bas, mais si c'était envoyé dans une voiture, à 15 litres, il avait déjà plus que 20 litres. Okay. Et lorsque ça va marquer 20 litres, c'est qu'on lui a servi déjà près de 30 litres. Et je vous assure, le jour-là, quand on l'a constaté, mais le pompiste s'était mis à pleurer. Pourquoi il pleure? Et nous, on dit on ferme la station, mais de nous appeler le propriétaire. Le propriétaire arrive et on lui fait le point. Alors on dit, mais on ne comprend pas pourquoi ton pompiste pleure. Et c'est là qu'il nous dit vraiment qu'il regrette, parce que ça fait 3 mois que son pompiste n'a plus de salaire. Parce que lui, il a constaté qu'il a toujours des manquants et il a mis tout le manquant sur le compte du pompiste, que c'est lui qui vole, et il a cessé de le payer. Oh, c'est pas ça. Alors qu'en réalité, c'est la machine qui a été chose, et puis le pompiste, lui, vendait. Et les populations, les chauffeurs, avaient compris que quand on achète sur cette station, ça dure. Pour eux, ça dure dans le réservoir. Ils avaient compris, ils ont abandonné la station qui est à côté. Donc c'est pour vous dire, et là je profite de l'émission pour dire à tout le monde, lorsque vous utilisez des instruments, ne pensez pas toujours qu'en déréglant l'instrument, ça va vous avantager. Un instrument qui est déréglé peut se comporter de n'importe quelle manière et peut aller et servir l'autre camp. Oui. Alors, je reviens à M. Ernest Baguedi. Vous êtes le porte-voix des consommateurs sur le plateau. Je l'ai dit, vous êtes qualiticien. Vous avez suivi avec nous l'élément. Je tiens surtout à remercier mon cadre Yves Agodou-Plessis qui a surpris ce vendeur de pain au bord de la voie qui a dit mais pourquoi ne pas prendre cette image pour illustrer un peu ce que nous disons. Alors, vous avez suivi le reportage. Qu'est-ce que cela vous fait de voir les gens vendre du pain au bord de la voie sans protection? Et après, nous le prenons, nous le mangeons. Oui, c'est surtout cet élément-là même qui m'a même accroché. Parce que, d'abord, le comportement de ces vendeurs-là où on a dû remplir la malle arrière
délabré de ce véhicule, un véhicule qui est même dans la non-conformité. Le véhicule n'a même pas de feu arrière. Côté, ça veut dire que c'est de n'importe quoi. Et sans déjà savoir ce que le pain même constitue comme aliment là. Si vous voyez un aliment qui doit être consommé directement, traité de cette façon, interrogez-vous sur sa qualité réelle, déjà à la préparation. Et ça repose le problème de la méthodologie dont on parle, où à supposer que ces boulangers-là utilisent les intrants comme cela se doit. Mais au niveau du respect des proportions de chaque intrant pour sortir un pain, déjà, ça suffit pour qu'il me donne des produits de mauvaise qualité. Donc la méthodologie, comme il a dit, elle est transversale. Mais je comprends pourquoi au Bénin, nous ne percevons pas encore la valeur et l'utilité de cette infrastructure qualité. C'est l'aspect méthodologie légale qui est le plus développé. Chez nous ici. Parce que nous n'avons pas un tissu industriel aussi dense. Ouais. D'accord. Au niveau de la méthodologie scientifique, nos chercheurs ne sont pas encore très curieux, à part quelques labos qui font d'efforts. Sinon, ils n'auront même pas de répit. Parce que chaque chose que vous devez prendre, vous devez leur faire recours. Et en utilisant que ça se balance ou tous ces instruments, l'usure déjà fait qu'ils se dérègle. Le cas des tricheurs, n'en parlons pas. Et c'est là où peut-être nous les embêtons beaucoup, parce que nous préférons prendre l'aspect qui ne nous arrange pas. Et dans la plupart des cas, c'est que ces tricheurs-là veulent toujours nous gruger. Et vous voyez le volume de balance qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Il y a un secteur qui est bien développé, les poissonneries. On en retrouve dans toutes les rues. Tous ne faut pas contrôler leur instrument, justement parce que la plupart d'entre eux sont dans l'informel. S'ils étaient dans le formel et il y avait un répertoire qui est soit à jour, qu'on mettait à la disposition de l'agence, vous allez voir qu'ils vont se donner une périodicité pour contrôler. Mais je suis heureux que la fusion de l'agence de la BNE, avec le directeur général, qui est quand même quelqu'un qui sait, il faut avouer, c'est pas parce qu'il est là, qui s'est toujours battu dans ce secteur, qui était là quand le laboratoire a été certifié. Quand on dit qu'il y a un laboratoire certifié, ce n'est pas de la blague. Ça veut dire qu'ils ont un personnel qualifié. Ça veut dire qu'ils ont des équipements au point et ils ont été audités à plusieurs reprises. Est-ce que nous n'allons pas profiter de cette occasion, ce que les gens recherchent dans la sous-région n'en trouvent pas, pour booster l'industrie au Bénin? Parce qu'au lieu d'aller... La difficulté que ces industriels auraient pu avoir, c'est que dans leur processus, ils peuvent dire à un moment donné, non, il y a des contrôles des étalonnages que nous allons faire qui vont nous amener nécessairement à l'extérieur. Mais aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir l'infrastructure sur place. Donc je pense qu'avec l'élan que j'observe au niveau du nouveau régime, je veux croire que c'est l'heure de protéger davantage le consommateur. C'est pourquoi le titre de l'émission m'a plu. Et ils ont parlé d'abord de sensibilisation. Oui. Donc, quand vous rentrez dans la sensibilisation, après vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez en matière réglementaire pour ramener les gens à la conformité. Alors, je reviens tout à l'heure, directeur, mais je vais d'abord rapidement voir M. Youssouf Massika. Vous êtes le bras financier, j'allais dire, même de cette agence à travers le système qualité Afrique de l'Ouest. Alors, vous avez aussi suivi le reportage avec nous. Oui. Qu'est-ce que cela vous fait de voir qu'aujourd'hui, qu'il y a trop de choses à faire au niveau de l'agence, mais apparemment, ça dit la tâche est immense. Comment doit-on faire pour cadrer tout ceci? Merci, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, il faut voir le titre de l'émission. Ouais. Sensibilisation, comme l'a dit M. Enes Bergidi, sensibilisation à la métrologie et à la qualité. Ouais. Tant que les populations ne vont pas prendre conscience qu'en voyant une bâchée de cette sorte-là, livrer du pain, qu'on ne peut pas manger ce pain, et que nos actions de l'ANM, sur laquelle je suis, ça, il faut souligner cela. Le programme est dans l'ANM. Ok, d'accord. Donc, il faut souligner cela. Et tant que les populations ne vont pas comprendre
Et le livreur de pain, celui qui est dans la bâche, il n'a aucun sens du risque qu'il est en train de faire courir aux consommateurs. Et l'émission, c'est, disons que ça va toucher un certain nombre de consommateurs pour relever au fait leur niveau de conscience et pour les amener à commencer par exiger un peu de la qualité. Ok. Alors c'est vrai qu'on a parlé beaucoup plus d'aliments, mais je vais venir un peu sur au niveau des bâtiments. Il y a notre produit matériaux que j'allais dire, c'est le fer à béton. Est-ce qu'à ce niveau aussi, vous essayez de faire un peu de contrôle pour voir si vraiment on respecte les normes à ce niveau? Bien, je dirais qu'au niveau de l'agence, nous avons 3 volets. 3 volets. 3 volets. Ouais. Le volet de base, c'est la normalisation, ce qui nous permet de savoir quelles sont les caractéristiques techniques qu'il faut pour chaque produit. Tout à fait. Ensuite, le volet méthodologie qui permet d'apprécier ces caractéristiques techniques à travers les mesurages. Et après, nous avons le volet inspection et contrôle. Et c'est dans ce volet inspection et contrôle que nous mettons le contrôle des matériaux de construction, le contrôle des aliments et d'autres choses. Et pour cette année-ci 2017, nous nous sommes orientés vers un certain nombre de matériaux de construction et un certain nombre de produits alimentaires. Donc je vais par rapport aux produits alimentaires, on va revenir tout à l'heure, mais je vais rapidement qu'on parle des matériaux de construction. Oui, j'en viens. Alors, les matériaux de construction, nous avons identifié 3 matériaux de construction. 3. Lesquels? Le fer à béton, le ciment et les feuilles de tôle. Quand je prends une feuille de tôle, je mets là-dedans les cornières, les feuilles plates, tout ça là. Alors, je viens à la question qui est posée sur le fer à béton. Le fer à béton, c'est un élément essentiel dans la construction, un élément essentiel qui doit être un élément de qualité sur un certain nombre de caractéristiques. Et son diamètre, sa résistance, nous devons voir sa masse linéaire. Ce sont les 3 caractéristiques qui sont dans les règlements techniques. Alors, aujourd'hui, la capacité de notre structure à contrôler le fer à béton se limite seulement à 2 niveaux. Elle se limite au diamètre et elle se limite à la masse linéique, c'est-à-dire le poids du fer. Et la qualité, j'allais dire? Oui, tous ces éléments font partie de la qualité. Ça fait partie de la qualité. Je peux même donner un 3e, c'est la longueur. Mais je n'en parle pas trop parce que la longueur reste ce qu'elle est et on n'en discute pas. Mais quand je prends la masse linéique du fer, je suppose que quelqu'un veut me vendre du fer de 6, je prends le diamètre et j'ai du 6. Mais ce n'est pas suffisant pour dire que j'ai du fer de bonne qualité. Ça peut être de l'alliage, alors il faut passer à la masse linéique. Aujourd'hui, la structure a développé déjà un système qui nous permettra dans quelques jours de contrôler systématiquement la masse linéique du fer à béton. Alors ça voudrait dire que nous allons sortir des résultats que personne ne pourra contester. On va utiliser l'expertise de notre laboratoire d'étalonnage des masses pour aller avec un équipement qui mesure avec précision. Et maintenant, on le fait devant le client, devant les propriétaires de leur des stocks. Et eux-mêmes, ils se rendront compte que, effectivement, avec cette masse-là, je peux voler le client, parce que quand la masse linéique est faible, celui qui demande 1 tonne, on va vous dire il faut tel nombre de barres pour 1 tonne. Alors dès que la masse linéique est faible, il vous donne le nombre de barres, mais au lieu de vous donner 1 tonne, il vous a donné 700 kilos. De l'autre côté, parce que c'est faible, ça nous confirme, nous, qu'à l'intérieur, ce n'est pas du fer. Donc, un pays de la sous-région est allé par cette méthode et ça a marché et aujourd'hui ils ont pu assainir leur marché. Alors nous avons estimé que nous pouvons aller par la même méthode, surtout que nous en avons
la capacité. Est-ce que vous avez le personnel suffisant pour faire ce contrôle? Voilà, et c'est là, je dirais, ce qui va manquer, c'est le personnel. Ce qui va manquer, ce sont les ressources. Parce que faire ce travail-là, on ne doit pas le faire tout simplement à Cotonou, parce que le Bénin ne se limite pas à Cotonou. Tout à fait. Il faut le faire sur toute l'étendue du territoire national. Il faut protéger le Béninois de Cotonou et protéger le Béninois de Malambo. De Tchoumi. Oui. Donc, on a réellement des problèmes de ressources humaines et de ressources de façon générale. On a des problèmes même pour le déplacement parce qu'on ne va pas vouloir faire du contrôle et se mettre dans un taxi. Et quand je parle de cet équipement-là, c'est un équipement qui doit être forcément fixé sur un véhicule et bouger avec le véhicule. Donc nous devons faire ce travail-là sur toute l'étendue du territoire national. Cela voudra dire que l'agence 7, elle est forte, mais n'a pas encore les moyens pour atteindre ses objectifs. Oui, et là je voudrais enchaîner avec ce que M. Enes Baguidi a dit. Et de tout ce que j'ai vécu à l'agence, je me dis, j'ai espoir que quelque chose va être fait cette fois-ci. J'ai espoir parce que j'ai pris tout ce qui a été investi dans la météorologie, dans le contrôle, depuis 2002 que moi je suis venu à la tête de cette structure, jusqu'en 2016, quand je somme tout ce qui a été mis comme subvention à la disposition de cette structure et je la compare à la subvention de 2017 seulement, la subvention de 2017 dépasse la somme de toutes les subventions de 2002 à 2016. Ça veut dire que quelque part, les gens ont compris et ils ont l'État a compris l'importance de l'agence. L'État a compris l'importance et a mis les moyens pour 2017. Mon souhait est que nous puissions réellement et aujourd'hui réussir à consommer ce qui est là, mais à le consommer qualitativement. Le problème, c'est que c'est vrai que l'agence fait beaucoup, mais vous ne communiquez pas assez. C'est vrai que cette émission, c'est aussi une manière de faire connaître davantage ce que vous faites. Mais vous savez, c'est pour ça que je vais remercier l'ORTB, remercier le PSKAO qui nous a donné cette opportunité, parce que communiquer, ça veut dire encore avoir les moyens. Je me rappelle l'une des interventions du ministre de l'Industrie, et du Commerce et de l'Artisanat, et il disait: je ne peux pas leur demander plus parce que je n'ai rien mis à leur disposition pour la communication. Ça se passait en octobre 2016. Alors ça veut dire que l'autorité même a compris qu'il faut mettre quelque chose. L'autorité aujourd'hui a décidé aussi que l'agence ne va pas s'arrêter à Cotonou. Et le gouvernement a pris un conseil des ministres la décision d'ouvrir des régions d'infrastructure qualité, 8 régions d'infrastructure qualité dans tout le Bénin. Donc, nous sommes présents déjà à Parakou, nous sommes dans une certaine mesure présents à Abomey, nous serons présents à Natitengu, nous serons présents à Semenkodi, nous serons présents à Alada, on sera présent à Grand Popo. Je profite de votre plateau pour dire grand merci au maire de Grand Popo parce qu'on a été le voir. En 30 minutes, il nous a donné un bâtiment. Il a suffi de lui exposer. Si tous les maires peuvent faire, tous les maires peuvent faire comme le maire dans les 67 communes du Bénin, on pourra avoir une région qualité. Et je vous assure, il ne nous a même pas demandé d'aller écrire un papier. Un papier. Non. On nous a amené en même temps voir le bâtiment, on dit voilà votre bâtiment. Maintenant, faites le nécessaire, installez-vous. Alors, je vais poser une question à M. Aïssou. Moi, consommateur, client de la SPDSE, j'ai pris ma facture, je constate que ce que j'ai consommé, ce n'est pas ça qu'on m'a facturé. Est-ce que je peux venir vers vous pour que vous m'aidiez à vérifier cela? Merci, M. Tchoki. Lorsque vous recevez votre facture de la SPDSE, et que vous estimez que ce n'est pas ce que vous avez consommé, vous pouvez saisir l'Agence nationale de la météorologie. Et là, il y a une équipe mixte constituée des gens de la SBE et de nos structures qui vont faire l'expertise et situer chacun, voir si vous avez raison ou pas. Donc l'expertise là, ça existe au niveau de notre structure et ce travail se fait avec les gens de la SBE. Est-ce que vous avez déjà des plaintes dans ce sens? Bon, les plaintes viennent tous les jours.
Et vous essayez de régler, qu'est-ce qui a raison, c'est l'SB2O ou bien les clients? Bon, on essaie quand même de voir, nous c'est sur la base des résultats obtenus lors des expertises qu'on tire une conclusion. Ok. On tire une conclusion, donc on ne peut pas dire que c'est la SBE qui a raison, tout sur bien c'est le consommateur, c'est les résultats des expertises qui situent chacun, soit la SBE ou soit le client. Ok. Alors, dans l'élément témoin, on a suppris une formation qui a lieu au niveau de votre structure. On a dit c'est par rapport à un décret portant modalité de fortification en vitamine A des huiles alimentaires destinées à la consommation humaine et animale dans notre pays. Alors, en quoi consiste cela concrètement, M. Lukman Hosseini? Bien, là vous avez le décret interministériel en main. Oui. Vous allez constater dans un article qu'il est dit formellement que la mise en vente de l'huile alimentaire qui n'est pas fortifiée en vitamine A, c'est-à-dire qui n'a pas une certaine quantité de vitamine A, est interdite sur toute l'étendue du territoire national. De 2012 à ce jour, ce n'est pas mis en application. Et pourquoi, monsieur le directeur? Parce qu'il n'y avait pas d'équipement. Alors, ça veut dire que jusque-là, nous consommons des huiles végétales qui n'ont pas, c'est pas moi, qui n'ont pas cette vitamine. Il y a certaines qui en avaient, il y a certaines qui n'en ont pas sur le marché. Je suis juste tenté de poser la question à M. Baguidi. Ça veut dire que nous mangeons n'importe quoi par rapport aux huiles, parce que l'agence veut bien faire, mais n'a pas le matériel nécessaire. Oui, on a des huiles non conformes en tenant compte du degré, parce que ce qu'il a dit, il faut enrichir l'huile de la vitamine A. Ça ne veut pas dire que l'huile à l'origine est de l'huile de mauvaise qualité. Mais pour ce qui a été retenu dans la sous-région, en particulier au Bénin, et pour des questions alimentaires, des questions sanitaires, nos États ont retenu qu'il faille enrichir l'huile pour régler d'autres problèmes. Parce que la consommer telle que produit au départ pourrait être préjudiciable à la santé des populations. Donc, vu sous cet angle, on peut dire qu'on a consommé des huiles non conformes. Ok, alors je reviens à ma question, monsieur le directeur général. Alors, par rapport à la formation, qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? Et la formation, c'est d'abord, ça c'est à préparer nos inspecteurs, nos futurs inspecteurs, à bien faire ce travail sur le marché. Alors vous aurez constaté, on avait un échantillon d'huile. Tout à fait. Et on a vérifié, et on est en train de les former. Dès qu'ils iront sur le marché, et là, je dirais que la stratégie à utiliser, ce n'est pas d'aller vers les petites femmes détaillantes. Nous irons vers les importateurs, les grossistes. Oui, et aller voir est-ce que l'huile qui est arrivée là est enrichie dans les limites de la norme. Quand ce n'est pas enrichi dans les limites de la norme, on applique les tests. Ici, nous n'allons pas faire des saisies destructives, mais on met en saisie conservatoire jusqu'à ce que l'importateur enrichisse. Il y a des équipements. C'est possible? Oui, c'est très possible. Il y a des équipements pour enrichir. Quand il va finir d'enrichir, il nous appelle, on vient vérifier. Quand c'est bon, on ordonne que cela sorte pour aller sur le marché. Donc, avant que les contrôleurs, les inspecteurs n'aillent sur le marché, il faut les former. Donc, la formation que vous avez eu à surprendre là, c'était dans ce sens, c'était de former les gens. Nous sommes en train de former d'abord ceux de Cotonou. Après, on va former dans toutes les directions départementales et on lancera le contrôle à la fois sur toute l'étendue du territoire. Alors, c'est vrai qu'on a supprimé la formation, mais ici à Cotonou, quand je vois un peu le nombre de marchés que nous avons, les grossistes qu'il y a au niveau de la ville, mais est-ce que ce nombre qu'ils font pour la formation, ils peuvent faire le travail? Est-ce qu'ils peuvent vraiment couvrir tout le territoire, même d'abord le littoral, avant qu'on ne parle des autres grandes villes de notre pays, voire les autres communes, les 77 communes de notre pays? Quand on parle de grossistes, je pouvais même dire qu'on pouvait se limiter à Cotonou. Ah bon? Oui, quand on parle. Vous pensez qu'il n'y a pas de grossistes à Parakou? Non, je dis quand on parle de grossistes, on pouvait se limiter. Mais quand on prend certains grossistes de Parakou, ils ne sont pas des importateurs. Ils ne sont pas des importateurs. On peut prendre l'huile déjà au niveau du port, dans les magasins. Mais pourquoi nous sommes obligés d'aller à l'intérieur du pays? Parce que dans certaines conditions de stockage, la vitamine A peut disparaître encore dans l'huile. C'est pour ça que, bien qu'on dise qu'il faut faire le travail à Cotonou, on est obligé d'aller voir si celui qui a acheté une grande quantité de Cotonou et l'a amené à Parakou a bien stocké et à un moment donné, le niveau
la fortification reste ce qu'elle doit être. Ok. Donc, je dirais que c'est notre premier volet en matière de contrôle qualité des produits alimentaires. Et là, vous avez choisi combien de produits à ce niveau? C'est vrai que les huiles végétales sont concernées. Est-ce Oui, que et le pain. Le pain. Le pain. Voilà notre un aliment qu'on a vu qui est vraiment consommé par beaucoup de Béninois. Oui. Et le pain, nous avons choisi de contrôler au niveau du pain, ça est le bromate de potassium. Alors, c'est vrai que c'est un produit qui est utilisé dans la farine pour la faire lever. Mais sa consommation, lorsqu'elle atteint un certain niveau, elle devient très dangereuse pour l'organisme humain. Alors, ça veut dire que ce produit qu'on appelle bromate de potassium, c'est pas bien pour... Ce n'est pas bien. Et déjà en 2005, si ma mémoire est bonne, en 2005, il y a un arrêté interministériel numéro 004, quelque chose comme ça. C'est bien juste en 2005. Nous avons pris cet arrêté pour interdire l'utilisation et la mise dans l'utilisation de ce produit. De ce produit. Je me rappelle très bien, c'était le ministre Armand Ziziroué qui avait adressé une lettre. Qui nous avait adressé une lettre pour dire attention, il y a telle chose. Donc, ça a été mis en place, mais l'équipe, avec quel équipement faire le constat? On arrivait à surprendre les boulangers. Oui. Qui utilisaient ce produit, qui tuaient les consommateurs, j'allais dire. Oui, j'ai dit on arrivait à surprendre. Parce qu'on a dit que ce produit, parfois quand on le consomme, on n'est plus, c'est pas moi, viril, on devient puissant, c'est ça, non? Non, il faut aller même à l'origine de ce produit. Oui. Ce produit, c'était un produit qui était utilisé fortement par Adolf Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on donnait beaucoup à manger aux soldats, pour qu'arriver sur le champ de bataille en Russie, où il y a beaucoup de belles femmes, qui ne soient pas tentées d'aller vers les femmes. Et ils ont constaté que les premiers soldats qui étaient partis là, c'est avec les femmes seulement que la Russie a réussi à détruire. Oui, donc Adolf Hitler a décidé de mettre beaucoup ce produit là. Le bromate de potassium dans le pain. Oui. Et quand on met du bromate de potassium dans le pain devient très croustillant. C'est bien joli. C'est bien joli. C'est ça que la population aime. Pain bien joli, non, mais bien gros. Je vais vous dire, il y a quelques années, dans les années 2010-2012, les gens disaient que le meilleur pain au Bénin, c'est le pain fabriqué à Porto-Novo. Parce que quand vous arrivez à Djara de Kodi, vous avez du pain très joli, très gros. Alors, vous voulez dire que mes frères de Porto-Novo ont beaucoup consommé du bromate de potassium? Le bromate de potassium dans le pain est entré au Bénin par Porto-Novo. Seigneur Dieu. Je le précise, une étude a été faite en ce moment et 75% des boulangeries de l'OME en ce moment mettaient déjà ce produit au moment où les boulangers de Cotonou n'avaient pas encore la technique. Il a fallu qu'ils débauchent des boulangers, des pâtissiers de là-bas. Et du coup, la technique est répandue. La technique est répandue dans tout le Bénin. Alors, je vais peut-être vous étonner. Quand aujourd'hui, moi, j'écoute à la radio tout le temps ceux qui font la publicité. Ils ne font que la publicité des produits pour faiblesse sexuelle. Mais du temps de nos parents, comment se fait-il que nos parents n'avaient jamais ces problèmes de faiblesse sexuelle et aujourd'hui, des jeunes de 25 ans... Même à 75 ans, mais ils sont encore bien forts. 89 ans. Mais aujourd'hui, des jeunes de 25 ans faiblesse sexuelle. Mais je dis, c'est ça, c'est tous les jours. Mais là, je dirais que peut-être quelque part, les associations de défense des consommateurs... n'ont pas les moyens nécessaires, du moins sont démissionnés par rapport à cela. Parce qu'on dit que la plupart des boulangers utilisent ce produit et nous mangeons ce pain. Non, surtout ce sujet précisément. Oui. Précisément, on a beaucoup fait. On a failli même faire plus que l'État. Mais nous, au niveau de notre organisation même, nous avons fait des prélèvements et sur fonds propres, on a commis une expertise qui a effectivement révélé la présence à un taux très élevé de ce produit. On a reversé tout ça à l'État. Et ça m'amène à dire, mais vous voyez le tort que l'État a dû causer aux citoyens pendant des années. Et en n'accompagnant pas les structures qui devraient se charger de ce contrôle. À supposer que l'huile dont nous parlons, par exemple, puisque ça, on veut vérifier la vitamine A, il peut y avoir d'autres molécules
qui soit dangereux, nuisible pour la santé des populations. Et quand vous entendez un organisme du genre qui te dit nous avons des problèmes de ressources, nous avons des problèmes de ressources humaines, des problèmes de ressources financières, pourquoi pas, ressources matérielles, ça pose un problème. Et on ne peut même pas, au-delà de la santé des populations, on ne peut pas rêver d'un pays qui veut lancer, qui veut booster son économie. Je suis heureux que ce bail-là ait compris parce qu'il doit savoir que ceux-là qui sont, que ce soit dans la transformation, au niveau de leur région, ont besoin de la méthodologie pour les accompagner. Même les petites unités là ont besoin d'être accompagnées. Donc c'est vous dire, quand nous parlons tous les jours pour dire ce qui se passe au niveau de l'État, parce que quand nous on demande les moyens, on ne voit que l'organisation nous dit mais on va leur donner les moyens, pourquoi? Et les tests même qui nous régissent, déjà, il y a déjà une faiblesse à ce niveau, n'ont pas un pouvoir répressif. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de dénoncer. Et n'ont pas manqué de faire. Si je suis sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce que j'ai dû tellement crier. Et le directeur Loukman, il sait que toutes les fois que moi j'ai fait des constats à des niveaux donnés, que ce soit la nuit ou le jour, je n'hésite pas de l'appeler. Parce que c'est lui qui a ce pouvoir régalien. Mais à un moment donné, je constate qu'il est limité par les moyens. Et c'est pourquoi j'espère, je les ai soutenus, d'accord, mais il va falloir que si nos dirigeants nous écoutent, c'est l'occasion pour eux de parer ces populations-là. Parce que l'infertilité, l'impuissance, ça veut dire qu'on n'aura plus des jeunes valides pour accompagner le développement. Tout à fait. Donc, ils doivent vite agir. Alors, si vous permettez, on va rapidement aller à la régie sur cet élément quand même qui présente que le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, qui est quand même, j'allais dire tout à l'heure, le bras financier de cette agence. On suit cet élément et puis on revient au plateau. Les États d'Afrique de l'Ouest sont isolés de l'économie mondiale. Les exportations de café, cacao, coton, huile sont une source majeure de revenus pour ces pays. Mais l'agriculture est fortement touchée par les obstacles au commerce. Cela a un lourd impact sur les pays d'Afrique de l'Ouest, car l'agriculture emploie 62% de la population active. Développer une infrastructure régionale de la qualité améliore la compétitivité et protège les consommateurs. L'infrastructure de la qualité a 3 principales composantes. La métrologie assure des mesures exactes et fiables. La normalisation. Les normes donnent confiance dans les produits, elles sont gages de qualité, sécurité et fiabilité. L'évaluation de la conformité prouve que les produits sont conformes aux normes internationales et aux spécifications. Le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, PSQAO, financé par l'Union européenne et exécuté par l'ONUDI, s'attaque à ces enjeux. Le PSQAO appuie 16 pays d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et Mauritanie, dans tous les domaines de la qualité. Le PSQAO a permis l'élaboration et l'harmonisation des politiques nationales de la qualité dans les 16 pays. 240 experts ont été formés à l'ISO 22000. 41 normes régionales ont été élaborées. 40 laboratoires vont être accompagnés vers l'accréditation. Les prochaines étapes ? La mise en place du système d'infrastructure qualité de la CEDEAO, l'élaboration d'une base de données régionale sur la qualité et l'industrie, l'organisation du prix qualité de la CEDEAO. Alors, M. Youssouf Mamasika, vous êtes le coordinateur technique national du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. On vient de suivre un élément qui présente un peu ce que vous faites dans la sous-région. Alors, revenons-en au Bénin. Qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement pour accompagner l'agence? C'est vrai que vous êtes dans l'agence. Oui, tout à fait. Voilà. Au fait, l'Agence nationale de normalisation, métrologie, contrôle qualité est le point focal du programme Système Qualité Afrique de l'Ouest. Et comme l'élément visuel l'a dit, c'est un programme de la CEDEAO. OK. Et donc, les 15 pays membres de la CEDEAO plus la Mauritanie. Ça fait 16. Donc, les mêmes activités sont menées dans tous les pays membres de la CEDEAO et la Mauritanie. Okay. Donc, une des activités par rapport au programme, nous avons au niveau du laboratoire de métrologie des renforcements de capacités qui sont prévus. Nous avons une autre activité qu'on appelle la certification de produits, donc une accréditation vers la certification de produits qui est prévue. Okay. Donc nous avons tout récemment organisé les prix au niveau national, le prix CEDEAO de la qualité qui va être lancé à Abidjan bientôt. Donc le programme appuie le Bénin, soit à travers l'Agence nationale de normalisation ou d'autres partenaires pour relever le niveau de qualité au niveau du pays. Okay. Donc les piliers sont
la normalisation. Donc nous avons profité du programme pour harmoniser un certain nombre de normes. Donc les mêmes normes vont être utilisées au niveau de la région. La métrologie, comme je le disais tantôt, nous avons constaté, comme le directeur de la métrologie l'a dit, le laboratoire du Bénin est le seul de la sous-région par rapport à la masse. Donc les autres grandeurs de la métrologie, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut réussir à retrouver tous les besoins de nos consommateurs ou de nos industriels au niveau de la région. Donc le programme travaille pour avoir, donc par rapport à la température par exemple, lorsque nous on n'a pas un laboratoire accrédité au Bénin, on peut aller juste au Ghana à côté pour répondre aux besoins comment on appelle, par rapport à l'étalonnage de nos grandeurs par rapport à la température. Donc voilà un peu ce qui est fait au niveau de ce programme. Alors je reviens rapidement à M. Arissou, on est déjà presque vers la fin de cette émission. Vous avez certainement des mots à lancer, non seulement à l'endroit des populations, mais aussi de nos décideurs. Oui, merci beaucoup, M. Tchoki. Il n'y a pas de qualité sans mesure. Et l'agence est disponible pour accompagner tous ceux qui utilisent les instruments de mesure à avoir la justesse de leurs instruments. Que ce soit les entreprises ou bien les consommateurs, nous sommes disposés à les accompagner pour qu'ils mesurent et mesurer juste. Ok, d'accord. Alors, monsieur Boubaguedi, vous avez 10 secondes rapidement, un mot à l'endroit des consommateurs. La qualité pour nous est un impératif et non un choix. Je souhaiterais que l'État appuie fortement l'agence et que l'agence à son tour appuie les organisations de consommateurs pour qu'ensemble nous puissions réussir à faire bouger les choses. Merci beaucoup. On revient à monsieur Lukmanou Osseni. Je voulais demander aux industriels et aux consommateurs de se mettre ensemble avec nous pour qu'on puisse aller au-delà, donc qu'on puisse gagner ce combat, parce que c'est un combat collectif. Merci beaucoup, M. Lukmanou Osseni. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Avec vous, on a parlé puis de la sensibilisation sur la métrologie et la qualité. C'est vrai qu'on aurait besoin plus de temps pour expliquer davantage ce que vous faites. Voilà une agence qui est mise à la disposition des populations pour protéger les consommateurs, surtout vivement quand même que l'État vous vienne en aide pour qu'on puisse sauver nos consommateurs, les populations, j'allais dire. Merci pour l'attention et à la prochaine.